Mesdames et messieurs, chers adhérents, invités, bonjour. Avant de commencer la présentation, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les adhérents et invités présents à notre webinaire. Je tiens à vous informer aussi que la date du 9 octobre 2014 restera dans les annales de notre réseau SBBN comme étant la date de notre premier webinaire en langue française destiné à nos adhérents et invités des pays francophones. Avant de commencer sur le plan logistique, cette présentation va durer environ 1 heure de temps, y compris les questions que vous allez poser. Je vous encourage d'ailleurs à participer activement en posant vos questions de préférence par écrit pour que notre conférencier puisse vous répondre durant sa présentation ou, le cas échéant, après la conférence, si la limite du temps ne nous le permet pas. Commençons par des présentations. Je m'appelle Sadok Atia, je suis consultant senior chez SBBN et je serai le modérateur de ce webinaire. D'ailleurs, actuellement consultant auprès d'institutions financières internationales, j'ai occupé par le passé le poste de directeur général de plusieurs banques en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Permettez d'exprimer toute ma gratitude et reconnaissance à la SBBN pour la confiance en me nominant comme modérateur de ce premier webinaire en langue française et qui a pour thème contribuer à l'amélioration de la rentabilité des institutions financières par l'optimisation de la gestion du risque du crédit sur le segment des PME. Admettons d'emblée que la tâche de notre conférencier ne sera pas facile. Tout d'abord parce que le thème du risque au niveau de la banque est un thème extrêmement large et complexe, surtout dans notre région du monde où l'information est difficile à collecter. Mettre tout ça dans une présentation d'environ 40 minutes devient un challenge non négligeable. Mais je n'ai pas de souci, puisque notre webinaire d'aujourd'hui sera animé par un grand expert en finance, connu par nombreux collègues banquiers, surtout en Afrique de l'Ouest, où il réside et exerce depuis plus que 15 ans. Monsieur Gérard Mariotte compte déjà 12 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier, tout particulièrement au Crédit Agricole en France, avec un accent particulier sur le secteur des PME. Depuis 15 ans, il travaille dans le continent africain, à la fois comme chef de projet, assistant technique, dans le cadre du programme de financement des PME et TPE, appuyant des banques privées, parmi lesquelles on peut citer la BNDA au Mali, l'Ecobank au Cameroun, la Société Générale à Madagascar. Il a occupé aussi le poste de directeur général dans des institutions de microfinance en Afrique de l'Ouest. Fort de ses expériences, il excelle dans le développement commercial, la gestion des risques, la conception de produits de crédit et d'outils de pilotage, de contrôle et d'aide à la décision, les ressources humaines, ainsi que la définition et l'implémentation de politiques et de procédures de crédit Monsieur Mariotte parle d'ailleurs le français et l'anglais. Lors de ce webinaire, Gérard Mariotte développera les principes fondamentaux à respecter en matière de gestion de risque de crédit à la PME. D'ailleurs, une fois ces principes sont bien appréhendés et appliqués, ils contribuent naturellement à l'accroissement du portefeuille de crédit, tant en volume qu'en qualité. Personne ne peut ignorer que sur le continent africain, le segment de la PME, très représentatif du secteur privé, souffre d'un insuffisant accès au crédit. Et à ce titre, il représente une niche très porteuse et génératrice de rentabilité, à la condition que les institutions financières se dotent des dispositifs, outils
méthodes et attitudes garantissant une bonne maîtrise des risques. Ce webinaire est l'occasion de vous présenter synthétiquement les principaux contours pour une bonne gestion des risques de crédit aux PME. Je crois que j'ai trop parlé. Je cède tout de suite la parole à Gérard. Merci Sadok. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Peut-être en préliminaire, quelques rappels si toutefois vous aviez des problèmes techniques. Vous êtes invité effectivement à contacter David Sheffick à l'adresse email qui s'affiche donc sur votre écran ou sur son Skype. Vous rappelez également que SBPN met à votre disposition un enregistrement de la session auquel vous pourrez accéder à tout moment, ainsi qu'une vidéo complète en utilisant le lien qui est également sur le PowerPoint. Peut-être aussi vous indiquer la liste des webinaires à venir, à savoir le 21 octobre prochain sur le thème de la bonne gouvernance, deuxième partie leadership, gouvernance et changement de culture, et le 13 novembre prochain, la troisième partie de la bonne gouvernance, gouvernance des risques pour le marché des institutions financières émergentes. Vous pourrez vous inscrire également sur le lien SBPN Network affiché sur l'écran. Le thème de ce jour, contribuer à l'amélioration de la rentabilité par l'optimisation de la gestion du risque de crédit sur le segment des PME, revient essentiellement à étayer la problématique de la gestion de ce risque de crédit sur le segment de la PME. Vous donnez effectivement l'agenda de ce webinaire avec 5 chapitres. Le premier chapitre où nous développerons l'atténuation du risque de crédit corrélé à l'augmentation du volume et de la qualité des prêts aux PME et l'identification d'obstacles potentiels. Un second chapitre avec les principes généraux de la gestion du risque de crédit, le Know Your Client, la connaissance du client, comportement, éthique, habitudes, compétences. Un troisième chapitre qui nous permettra de développer la méthodologie d'analyse du risque de crédit de la PME, et notamment par l'évaluation du cash flow et complémentairement par le crédit scoring. Dans un quatrième chapitre, nous évoquerons quelques exemples de politiques de risque de crédit aux PME et de procédures, ainsi que un profil d'allocation de personnel dédié pour l'exploitation de ce crédit aux PME et quelques erreurs à éviter. Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, nous verrons les recommandations pratiques à connaître aux différentes étapes de mise en œuvre des outils de crédit. Le premier chapitre, donc les PME en Afrique, vous le savez autant que moi, sinon mieux que moi, c'est un très vaste potentiel de croissance pour les institutions financières, dès lors que ces PME représentent en moyenne 90% du secteur privé africain, donc constituent un vrai potentiel de développement, ainsi que si il est bien approché de rentabilité pour les banques, mais que globalement, ces PME effectivement souffrent d'un insuffisant accès au financement et qui constitue un véritable frein à leur développement. Toutefois, depuis quelques années, nous observons la multiplication d'institutions financières sur le continent africain qui, ajoutées à une forte concurrence des institutions financières sur les marchés traditionnels, conduisent inexorablement les institutions financières à rechercher l'élaboration de stratégies de développement reposant sur une diversification de leur clientèle, voire pour aller sur la banque universelle. Aussi, pour se développer, les institutions financières sont amenées à pénétrer des marchés dits, entre guillemets, plus risqués, tels que celui de la PME. Mais qui dit risque dit implicitement risque de défaut de paiement. C'est effectivement le métier de la banque et des institutions financières de gérer le risque de crédit. Que sur ce segment des PME, nous aurons très majoritairement des entreprises non formelles pour la majorité, mais des entreprises qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Des PME qui seront probablement très bonnes dans leur cœur de métier, mais qui auront probablement également des capacités de gestion insuffisantes.
des PME qui seront pour l'essentiel dans l'incapacité à remettre des documents financiers fiables, voire plus simplement à remettre des documents financiers, et un risque effectivement, dès lors que ce sont des PME qui ne sont pas habituées à travailler avec les banques et à travailler avec du crédit, le risque de détournement de l'objet du crédit. Et plus globalement, quand même, du côté des institutions financières, une culture de risque de crédit insuffisante qui vise à la fois les méthodes dans les façons de faire et les attitudes également dans ces façons de faire et d'approcher la PME. Alors, un potentiel de croissance avec un risque de crédit, quelles sont les solutions? Alors, ça passe inexorablement par la sécurisation des prêts avec des grands principes fondamentaux suivants. Le premier principe, mettre en place une segmentation multidimensionnelle de la clientèle PME conjuguée à une analyse de marché de chaque secteur d'activité. Lorsque je dis multidimensionnel, même si on a d'abord une segmentation de clientèle PME qui permet d'avoir une base dédiée aux PME, c'est déjà quelque chose. Deuxième principe, prioriser une approche terrain s'articulant sur la connaissance et le caractère du client, fondamental. Troisième principe, des méthodologies d'analyse de risque adaptées au contexte des PME telles qu'on les a, c'est-à-dire avec une nature informelle, une absence ou un manque de fiabilité des états financiers, un déficit de garantie réelle et dans ces méthodologies d'analyse, la possibilité d'implémenter le crédit scoring. Quatrième principe, des garanties en lien avec les capacités des entreprises. Les garanties, effectivement, c'est un point sensible et on sait effectivement que ces PME n'auront pas toujours ou pas du tout les garanties requises par les banques, d'où la nécessité effectivement de substituer ces garanties ou de les compléter par des mécanismes de fonds de garantie privés qui se développent de façon exponentielle sur le continent africain. Cinquième principe, un minimum de formalisme. Sixième principe, un pilotage très opérationnel et en temps réel des activités sur l'ensemble des événements du cycle de crédit. Dans le process, effectivement, on a différents événements du cycle de crédit qui nécessitent effectivement un pilotage très opérationnel, très rigoureux, avec, entre autres, un focus fort sur le suivi post-décaissement du remboursement des crédits et le suivi des clients, qui est un peu le maillon faible des crédits. Des équipes d'exploitants dotées de fortes ressources personnelles, familiarisées au monde des entreprises, passionnées par le terrain et dotées de qualités indispensables à ce métier. On survolera un peu effectivement le profil dédié pour ce type de métier. Et des produits de crédit, certes standardisés pour viser une activité de masse, mais malgré tout conçus pour répondre aux besoins de financement des entreprises et à leur capacité de remboursement. Donc, globalement et très simplement, un travail consistant à diffuser une culture de risque de crédit garantissant un haut niveau de remboursement de crédit, conjugué à une démarche commerciale efficace sur un marché à fort potentiel, doit offrir effectivement un très haut niveau de rentabilité sur le segment des PME. L'expérience est déjà donnée au travers de certaines réalisations dans certaines banques qui ont anticipé effectivement de travailler sur le segment des PME. Mais encore une fois, il est probablement nécessaire de faire évoluer les façons de penser et les façons de faire des institutions financières. Voilà. Deuxième chapitre, la connaissance du client, le know your client, la connaissance du client. Alors, en fait, c'est également un élément intéressant et incontournable. En fait, l'objectif de l'évaluation de l'entrepreneur est de se former une opinion sur son caractère, sur sa moralité, sur sa situation sociale et privée, ainsi que sur ses capacités personnelles de dirigeant d'entreprise. Aussi, dès le premier contact avec le demandeur de prêt et au cours du processus d'instruction de la demande sur l'ensemble des événements du cycle de crédit, l'exploitant PME, le CCPME, le conseiller clientèle PME, enfin peu importe la façon dont on l'appelle, doit essayer de former une opinion pertinente sur la personnalité de l'entrepreneur, y compris ses qualifications personnelles et sa capacité à diriger son entreprise, et sa moralité, en tant qu'indicateur de sa volonté à respecter ses futures obligations de paiement envers l'institution financière.
Statistiquement, il est démontré que dans le cas des PME, et surtout en cas de difficultés rencontrées, la qualité et la moralité de l'entrepreneur font toute la différence entre un prêt en retard, donc un prêt qui se rembourse, et un prêt en souffrance. Alors, pour la connaissance du client, quelques éléments fondamentaux, c'est très synthétisé. Quand on va voir un client, quand on approche un client, surtout pas de préjugés, pas d'a priori, pas de suspicion préalable. Voilà, je le dis parce que je l'entends beaucoup dans le quotidien de mes activités et parfois on récolte un peu ce que l'on sème. Hein, donc attention aux propos que l'on peut tenir. Par ailleurs, l'approche du client ne peut pas se faire seulement à partir d'informations systématiques, parfois difficiles à obtenir, telles que l'historique de crédit, telles que les garanties, telles que les états financiers, puisqu'on s'adresse à des PME qui sont soit dans le secteur informel, qui sont soit hors secteur bancaire, soit voilà. Donc nécessité effectivement de dépasser la collecte de ce type d'informations qui n'existe pas et d'analyser effectivement donc le comportement de l'entrepreneur à travers son éthique, son caractère, à travers son intelligence, à travers ses attitudes et ses croyances et à travers ses attitudes entrepreneuriales. Ce schéma, certes, est très schématique, il est très idéaliste, mais il existe effectivement des approches qui travaillent sur des approches psychométriques, qui travaillent sur le développement du crédit aux PME en articulant leur approche exclusivement sur ces points-là. Et ce qui permet effectivement de réellement apprécier ce qui est probablement le plus important, le plein potentiel et le respect des engagements de l'entrepreneur. D'autres principes fondamentaux de base. Alors, rappelez effectivement que avant de procéder au montage ou analyse d'un dossier de crédit, il est indispensable de rencontrer le client sur son site d'exploitation. C'est là où il s'exprime le mieux, c'est là où on peut faire toutes les observations nécessaires quant à la connaissance du client. Et donc, préliminaire à tout dossier de crédit, c'est l'entretien client sur le site d'exploitation. Par ailleurs, avoir un outil que je dénomme le formulaire d'entretien et de préanalyse, c'est un outil qui, en 2 ou 3 pages, permet de synthétiser toutes les informations dont on a besoin sur l'entrepreneur et sur la PME, et déjà d'utiliser ce support dans la phase d'analyse du dossier de crédit. Voilà. En fait, Gérard, avant de passer au 3e chapitre, là, pour résumer ce qui a été dit jusqu'à maintenant, dans le financement de la petite et moyenne entreprise, nous n'avons pas besoin nécessairement d'avoir des états financiers très sophistiqués ou bien d'avoir des garanties pour pouvoir financer la PME, n'est-ce pas? Absolument. D'ailleurs, je vous remercie Sadok, c'est une bonne transition pour examiner le 3e chapitre, donc l'analyse du cash flow, et qui permet de dépasser les approches traditionnelles qui se basent sur justement les états financiers, sur parfois la demande de garantie réelle difficile à produire par les PME. Donc, ce que je propose, c'est dans ce chapitre 3, donc, de développer succinctement l'analyse du cash flow et en rappelant les principaux objectifs qui sont de déterminer la capacité d'une PME à rembourser le prêt et à payer les intérêts en temps et en heure et sans difficulté majeure, et également de déterminer le montant et la durée du prêt. C'est important. Parce qu'il ne suffit pas de satisfaire le client sur sa propre expression de montant de prêt. Il faut effectivement veiller à ce qu'il ait réellement la capacité de faire face au remboursement. Les grands principes de cette analyse de cash flow, c'est que on établit des flux de trésorerie sur une période historique et que l'on va ensuite projeter dans le futur. Donc on regarde un peu ce qui se passe dans une période antérieure de quelques mois et on va effectivement faire cette projection sur les mois à venir. Le cash flow net de l'entreprise sera analysé effectivement sur une base mensuelle
et sur une durée adéquate. Alors, durée adéquate, ça signifie plus particulièrement que on va avoir des PME qui évoluent dans différents secteurs d'activité et selon les secteurs d'activité, on peut avoir effectivement des effets de saisonnalité, on peut avoir effectivement permanence des activités au fil des mois. Donc, si par exemple on est dans un commerce avec permanence des activités au fil des mois, c'est pas la peine effectivement de faire un historique sur 12 mois. On peut se satisfaire de faire un historique sur 3 voire 6 mois et ensuite on va le voir dans un tableau suivant, d'établir ce qu'on appelle une moyenne. L'analyse portera sur l'entreprise et le cas échéant sur le ménage de l'entrepreneur. Alors ça c'est très important, hein. Encore une fois, on est dans bien des cas dans des PME informelles où il y a confusion entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Donc ne pas négliger effectivement les revenus complémentaires du ménage, mais surtout les dépenses du ménage qui très souvent d'ailleurs sont directement affectées sur les revenus de l'entreprise. Sont pris en compte dans l'analyse l'ensemble des flux monétaires qui peuvent être attribués à une PME. Donc, seuls les revenus stables et réguliers seront pris en compte. Et encore une chose qui peut paraître évidente, mais l'entreprise emprunte ce qu'elle peut payer avec son niveau actuel de chiffre d'affaires. Et on se rend très vite compte, effectivement, qu'il y a un décalage entre le montant de crédit que peut vous demander l'entrepreneur et la réalité de son exploitation et de sa rentabilité qui vous amène effectivement à revoir ce montant de crédit et cette demande à la baisse. Le mode de calcul de l'analyse du cash flow, on ne va pas utiliser l'approche du cash flow académique telle qu'on a pu l'apprendre ou telle qu'on peut l'appliquer lorsqu'on a des états financiers ou qu'on travaille sur des crédits sur des grosses entreprises ou sur des corporates, puisque, encore une fois, on a sur ces PME absence d'état financier ou état financier avec des informations manquant de fiabilité. Donc, on va utiliser une méthode très simple, une méthode directe, qui est appliquée et basée sur des balances mensuelles et des informations recueillies auprès d'entrepreneurs. Donc, il y a une première étape qui consiste à identifier la capacité à générer des flux de trésorerie. Donc, on va utiliser les sources du cash dans le passé, dans les mois passés. Et il faut savoir effectivement que de nombreuses PME, et quasiment toutes les PME, lorsqu'elles n'ont pas de système comptable très bien structuré, ont malgré tout des livres de recettes, des livres de dépenses, où toutes les entrées de cash ou les sorties de cash sont indiquées, sont signalées. Et le CCPME, enfin l'exploitant commercial, va donc, à partir de ces livres de caisse, à partir des informations qu'il va relever dans ses livres de recettes, ses livres de dépenses, reconstituer lui-même effectivement le cash flow des mois passés pour, on va voir après, arriver effectivement à ce que j'appelle une moyenne établie sur ces mois analysés. Et puis, à partir de cette moyenne, à partir de ces cash flows passés et de cette moyenne, eh bien, on procédera à une projection des flux de trésorerie à générer. Cette projection des flux, c'est le plan de trésorerie, si on veut bien, de façon résumée, qui est certes préparé par l'emprunteur, mais de préférence à faire en lien avec l'exploitant PME, le conseiller clientèle PME, et en rappelant effectivement que ce document et ce plan de trésorerie futur, projeté, est fondamental puisque les prêts sont payés par les futurs flux de trésorerie. Alors là, vous avez effectivement donc un exemple de tableau d'analyse du cash flow. Je le donne juste pour information. Par rapport à ce que je disais, effectivement, vous avez une analyse du cash flow sur 6 mois écoulés, de février 2014 à juillet 2014. Voilà. Et à partir de cette situation, on établit une moyenne. Et c'est à partir de cette moyenne, alors on a également une moyenne raisonnée sur laquelle il y a quelques petits ajustements
qui correspondent aux chiffres surlignés en marron, et c'est à partir de cette moyenne raisonnée que l'on fait la projection future. Voilà. Alors ce tableau, encore une fois, on n'a pas de temps pour le développer, mais bien entendu, je me tiens à votre disposition dans le cas des questions, voire au-delà de ce webinaire pour le commenter de façon plus approfondie. On est effectivement dans une analyse de cash flow très objective et très rationnelle, donc en principe, on doit avoir une totale cohérence des informations, et pour ça, il y a quelques pistes de vérification croisée, quelques alertes rouges. Par exemple, j'en ai cité quelques-unes, hypothèses sur les ventes, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'elles se basent sur des faits précis, tels que des contrats? Qu'est-ce qui montre qu'il y a une demande pour les produits ou services vendus par l'emprunteur? Est-ce qu'on peut le vérifier? On doit regarder les tendances des coûts et comment ces tendances de coûts sont liées aux ventes, faire les liaisons avec les recettes. Et est-ce que ces mêmes tendances continuent dans le futur? Concernant les prêts pour financer les fonds de roulement, peut-on savoir si le volume est trop élevé ou pas assez élevé? Voilà, on pourrait en développer bien d'autres. Donc, juste pour rappeler qu'il est impératif dans cette analyse de cash flow de procéder aux vérifications croisées pour la cohérence des informations réalistes et vérifiables. Il faut vraiment, je veux dire, toutes les informations doivent être réalistes et sont vérifiables. Alors, maintenant, j'ai une petite question à l'audience. C'est une question qui dit quel est l'aspect le plus difficile dans le financement d'une PME. Là, vous pouvez cocher l'une des réponses suivantes, ou bien la validation de l'information collectée, l'acquisition du client, le suivi du crédit, le recouvrement du crédit, ou bien aucun de ces aspects. C'est un petit sondage pour avoir une idée de ce que vous êtes en train de faire. Je tiens à vous rappeler aussi que vous pouvez toujours poser des questions à travers le chatter. Il y a une rubrique à droite de l'écran sur laquelle mentionner chatter. Vous pouvez toujours poser vos questions par écrit. Donc, vous avez 1 minute pour répondre à ce sondage. Alors, voilà les résultats du sondage. Je vous le lis. Alors, c'est un peu caché. En fait, la validation de l'information collectée, la réponse est de 80%. L'acquisition du client, elle est de 20%. Le suivi du crédit est de 60%. Le recouvrement du crédit est de 60%. Et aucun de ces aspects, c'est 0%. Donc, je demande à Gérard de commenter ces résultats. Gérard? Oui, oui, c'est d'accord. Vous m'avez entendu? Non, j'ai pas eu le retour. Juste 0% sur aucun des aspects, mais sur les 4 autres, c'était volontairement caché. C'est pas grave, en fait, je ne les ai pas en tête, mais la validation de l'information collectée, 80%, l'acquisition du client, 20%, le suivi du crédit, 60%, et le recouvrement du crédit, 60%. D'accord. Juste un commentaire. Voilà, je pense qu'effectivement, donc tous les aspects, excepté le dernier, sont grandement valables. Bon, l'acquisition du client, je vais commencer par celui-là parce que
On l'a évoqué dans le deuxième chapitre, c'est la connaissance du client. C'est très important, effectivement, je veux dire, de bien cibler le client. Allô, Gérard? Avant même d'avoir la réponse, est-ce qu'il peut rembourser, c'est est-ce qu'il veut rembourser. La validation de l'information collectée est également très fondamentale. Ce qui fait la force des institutions financières, c'est de pouvoir avoir une information collectée quasi en temps réel, de telle manière de corriger l'asymétrie de l'information qui peut exister entre l'information détenue par le client et l'information que l'on détient. Donc toujours avoir l'information la plus récente, la plus actualisée et qui nous permet d'être sur la même fréquence que le client. Le suivi du crédit, c'est probablement effectivement le maillon faible aujourd'hui dans toutes les réalisations de développement du crédit aux PME, où trop souvent, encore une fois, mais c'est parce qu'on est dans des schémas commerciaux très structurés qui consistent à vendre. Donc on vend des crédits, on décaisse des crédits, mais on en oublie effectivement le suivi. Or, un bon crédit, c'est un crédit où le suivi est obtenu en temps et en heure. Le recouvrement du crédit, effectivement, c'est important, mais j'aurais tendance à dire, si effectivement toutes les étapes du cycle de crédit ont bien été respectées, il n'y a pas de raison à ce que le crédit ne se rembourse pas en temps et en heure sans avoir besoin effectivement de mettre une action forte sur le recouvrement post-remboursement. Excellent. Voilà, donc je vais poursuivre l'analyse de la méthodologie d'analyse du crédit. Donc on a effectivement vu très succinctement l'analyse par le cash flow et il y a le crédit scoring. Alors le crédit scoring, effectivement, c'est un terme que tout le monde connaît, que l'on utilise beaucoup. Peut-être effectivement le définir, c'est un outil de gestion de risque qui vise à prédire la probabilité de défaut d'un nouveau prêt en utilisant les prêts précédents et après avoir défini les facteurs importants permettant de discriminer les bons et les mauvais prêts. Les systèmes de crédit scoring peuvent être retrouvés dans plusieurs types d'analyse de crédit, depuis le crédit de consommation jusqu'aux prêts commerciaux. Donc aujourd'hui, tous les établissements financiers font du crédit scoring, sauf que on ne le définit pas comme étant du crédit scoring. L'idée centrale, en fait, varie pas du tout par rapport au crédit scoring de la PME, puisqu'il s'agit d'identifier dans un premier temps les facteurs qui déterminent la probabilité de défaut, et dans un second temps, de pondérer leur poids dans un score quantitatif. Donc, le scoring, aujourd'hui, peut être effectivement un outil d'aide à la décision très utile pour les établissements financiers qui envisageraient effectivement de contribuer au développement d'une activité de crédit de masse sur les PME. Donc voilà, schématiquement, c'est ce que je disais précédemment. Donc on a les prêts précédents. Alors pour effectivement mettre en place un crédit scoring, juste il faut avoir déjà une antériorité de crédit pour justement pouvoir analyser le portefeuille de crédit existant et procéder à la discrimination entre les bons et les mauvais crédits. Et pour ça, il faut aussi que l'établissement financier, l'institution financière, ait ces informations soit dans son système d'information, soit que l'on reconstitue les informations à partir de la connaissance que les chargés d'affaires, que les commerciaux ont de leurs clients. Donc, de ces précédents, on élabore effectivement le scoring. Voilà, le terme désigné, c'est le scorecard. Et de là, on peut effectivement mettre en place ou décider de nouveaux prêts s'articulant à partir de ce crédit scoring et des scores qui seront définis. Très schématiquement, hein, donc dans votre quotidien, ça va se présenter de la manière suivante. Vous avez votre base de données, votre système d'information, où sont effectivement, où pourraient être ou devraient être stockées toutes les informations utiles. Et on va voir effectivement quelles sont les informations dont on a besoin pour le scoring. Et on a effectivement notre scorecard qui est là au milieu et qui va s'intégrer dans la base de données. Et puis sur le front, eh ben, effectivement, on a nos commerciaux ou leurs analystes, effectivement, qui saisissent l'information sur le client dans la base de données. Et c'est la base de données qui
va répercuter des informations au travers du scorecard qui définira des notes pour savoir si c'est un crédit que l'on peut valider ou un crédit que l'on rejette. Les éléments du crédit scoring, très schématiquement, il y a des éléments sur l'emprunteur. Encore une fois, ce sont des éléments que vous utilisez dans votre analyse de crédit traditionnelle. Donc, des informations générales, des informations sur l'environnement de l'entreprise, le secteur d'activité, sur la structure et l'organisation de l'entreprise, l'historique de crédit et de relations bancaires, si c'est le cas, et notamment en termes de réputation et de référence en matière de crédit, c'est effectivement une donnée intéressante. Et puis, les situations financières ou les éléments financiers collectés auprès du demandeur. Et sur l'emprunt, bien effectivement, c'est les données classiques sur durée, source et utilisation du fonds, capacité de remboursement, retard, sinistre et évaluation de la garantie. Juste pour information, vous donnez effectivement donc un process de crédit, donc depuis avec l'ensemble des différents événements du cycle de crédit, depuis le contact client, la découverte client, le premier entretien client, jusqu'au décaissement. Et on voit effectivement, donc on a introduit le crédit scoring, les symboles colorés, tout de suite après l'analyse, et en fonction effectivement du résultat du score, bon, mauvais ou à revoir, eh bien ça permet effectivement d'accélérer le processus de décision. On voit en étape 3, on a justement ce processus de décision avec 3 niveaux, lorsqu'effectivement on a un dossier qui a un bon score, ça permet, encore une fois c'est un exemple, mais de passer les 2 premiers niveaux. Là aussi, on pourra y revenir après l'exposé ou au-delà du webinaire. Voilà, donc place à une autre question, Sadok? Oui, oui, en fait, ça c'est une petite question, seulement pour savoir exactement là où on est en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Quelles sont les expériences, ou bien vos expériences en termes de credit scoring en Afrique francophone? Le credit scoring déjà en place, ou bien le credit scoring envisageable, ou bien le credit scoring pas envisageable. Là, il faut cocher seulement une seule réponse. Je vous donne encore 30 secondes pour répondre à cette question. Et je vous rappelle, jusqu'à maintenant, je n'ai rien reçu comme question de votre part. Donc, je vous encourage à poser des questions en utilisant le casier chaté, au chat. La réponse au sondage. Alors, 67% des participants, ils ont déjà en place le scoring. 33%, ils ont le scoring envisageable et 0% le credit scoring pas envisageable. Vous avez Gérard? Oui. Donc, le pourcentage... Oui, ce sont des pourcentages très prometteurs. Moi, alors effectivement, ce que je peux dire de ma connaissance du crédit scoring en Afrique, c'est qu'il n'est pas énormément implanté. Encore une fois, comparativement à d'autres régions du monde, et notamment je pense à l'Europe de l'Est, où là, les banques ont investi massivement dans le crédit scoring. En Afrique, c'est pas vraiment le cas, parce qu'effectivement, encore une fois, on est sur un segment de la PME qui n'est pas très bien structuré, avec des PME qui sont pas encore à un niveau de maturité satisfaisant, et puis que, alors il y a effectivement des tentatives de certaines institutions financières, de banques, de groupes bancaires d'installer le crédit scoring, parce que c'est effectivement un gain de temps intéressant, d'autant plus lorsque on a une stratégie de développer le crédit PME sur une activité de masse.
Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, pour établir le scorecard, il faut une antériorité et que parfois, on n'a pas suffisamment d'antériorité par rapport à ça. Donc, on est encore en phase de tâtonnement. Juste terminer en disant que c'est mon observation, c'est une observation très, comment dire, très large sur le continent africain. Après, effectivement, selon les géographies, ça peut être nuancé. Je pense qu'effectivement, en Afrique du Nord, c'est plus développé et que probablement qu'en Afrique subsaharienne, les établissements financiers dans les pays anglo-saxons sont plus en avance que dans les pays francophones. Oui, on va tout de suite effectivement entamer donc le 4e chapitre sur la politique, les procédures de crédit, les principaux domaines. Alors là, j'invente rien, c'est des choses que vous connaissez, c'est juste rappeler effectivement donc la nécessité de, en termes de politique de crédit, d'avoir une politique de crédit qui évoque bien effectivement donc les objectifs de l'activité de crédit, mais surtout les clients éligibles et les critères d'éligibilité. Ça permet déjà de baliser effectivement la stratégie de développement du crédit aux PME, les règles de financement, les types de crédit, la tarification, les garanties, important. Attention de ne pas se mettre dans des situations qui vous figeraient dans le développement de vos activités, les circuits de décision, les cas de conflit d'intérêts et la gestion des prêts qui posent un problème. Sur les procédures, très schématiquement, l'idéal c'est d'avoir un manuel de procédure qui est la traduction littéraire du process de crédit, avec effectivement à chaque événement du cycle de crédit et pour chaque tâche dans cet événement, une précision sur le quoi, qui, quand. Le quoi, qui, quand, c'est voilà, c'est ce que j'appelle la matrice des responsabilités. Si effectivement on veut travailler vite et bien, c'est bien de préciser les responsabilités, c'est bien de préciser les personnes responsables en exécution, en décision et en contrôle, et c'est bien de préciser effectivement les délais de traitement. Hein, donc des procédures qui vont depuis les actions de marketing, les étapes de prospection, de contact client, jusqu'au total remboursement, voire au recouvrement du crédit. Sadoc, je crois qu'il y a une question. Oui, en fait, la dernière question. Pourquoi dit-on que le crédit au PME est risqué? Alors, ou bien pour manque de garantie, la taille de la PME, la connaissance approfondie du client Know Your Customer, ou bien le cash flow de la PME. Je vous donne encore une minute pour répondre à cette question. La réponse, elle tarde à venir. La voilà. En fait, le sondage a donné 38% pour le manque de garantie, 25% pour la taille de la PME, 38% pour la connaissance approfondie du client et 75% pour le cash flow de la PME. Gérard. Oui, merci Sadoc. Oui, moi je suis d'accord avec tout, sauf qu'il y a une réponse qui ne figure pas. Et là, encore une fois, c'est pas pour choquer, mais je crois que le crédit aux PME est risqué parce qu'on ne connaît pas les PME. C'est-à-dire qu'on est un peu prisonnier de nos habitudes, hein, de travailler sur des marchés traditionnels, et que là, effectivement, lorsqu'on part dans une stratégie de développement du crédit aux PME, eh ben, les PME, c'est un peu la zone de l'inconnu. Et après, eh bien, on va
trouver toutes les justifications possibles quant à ce secteur qui est risqué. Certes, ce secteur est risqué, il y a un manque de garantie, mais aujourd'hui, il existe effectivement des mécanismes de garantie partielle qui sont là pour se substituer à ce manque de garantie. La taille de la PME, ça ne m'embête pas trop. Connaissance du client, mais là aussi, c'est parce qu'effectivement, il y a un très très gros travail à fournir. Je parlais de méthode et d'attitude, et c'est là-dessus où il faut que les institutions financières travaillent pour bien avoir conscience que la connaissance du client, elle est fondamentale dans le bon process et le bon déroulement du remboursement du crédit. Le cash flow de l'entreprise également est important, puisque la connaissance du client, c'est est-ce que le client, c'est répondre à la question est-ce que le client veut nous rembourser, et le cash flow du client, c'est là effectivement est-ce que le client peut nous rembourser. Mais encore une fois, c'est pour les établissements financiers, pour les institutions financières, c'est sortir un peu de notre zone de confort, aller vers l'inconnu, et c'est ça, je pense, notre principal risque. Profil des staffs PME, là aussi, on parlait d'attitude. Je pense que c'est voilà, c'est corrélé. Voilà, quelques éléments caractéristiques sur les staffs PME. Alors, j'aurais tendance à dire attention à des parcours académiques trop brillants ou trop normés, mais au contraire privilégier des candidats avec ce que j'appelle la tête bien faite, dotés des qualités suivantes: esprit critique et curieux, capacité analytique, capacité de communication, inclinaison pour des sujets pratiques, bon sens, inclinaison pour le travail de commercial et appréciation de terrain. Il faut des gens qui font le face de terrain. Je veux dire, l'activité de crédit au PME, c'est au minimum 50% de son temps sur le terrain. Et puis, ça c'est vrai pour tous les staffs, des attitudes de loyauté et d'honnêteté. Quelques erreurs à éviter, c'est pour les banques, l'erreur serait de se référer à l'approche crédit au corporate. Ce serait d'inscrire un dossier de crédit sans avoir visité le client sur son exploitation au préalable. Ce serait engager une activité de crédit au PME sans disposer des premiers outils de pilotage et de suivi. Ce serait ne pas avoir quand disponible regarder la centrale des risques au moment de la visite du client ou au plus tard avant l'instruction de la demande de crédit. Je sais que toutes les banques n'ont pas accès, ou tous les pays n'ont pas accès à cette centrale des risques, mais lorsqu'elle existe, c'est un excellent outil de premier filtrage sur la fiabilité d'un client. Ce serait également négliger le quoi, qui, quand des procédures, être trop excessif en matière de formalisation. On a des PME, effectivement, qui, encore une fois, sont très performantes dans leur cœur de métier. Elles sont par contre très fragiles en termes de gestion, en termes d'administration. Donc, je pense qu'il faut là aussi réviser un peu le degré de formalisme et puis, bien entendu, négliger le suivi. Il ne suffit pas de décaisser, parce que je le dis, ça peut faire sourire, ça peut prêter à sourire, mais voilà, je le vis au quotidien où on a des objectifs commerciaux de décaissement. Or, c'est à partir justement du décaissement que l'on commence réellement à être en risque. Dernier chapitre, les recommandations pratiques à connaître aux différentes étapes de mise en œuvre des outils de risque de crédit. Donc, les contours généraux, donc c'est un résumé: disposer d'une politique de crédit, disposer de procédures avec le quoi, qui, quand, procéder à la diffusion d'une culture de gestion des risques PME, aller vite. Voilà, la PME, elle est sur des marchés, elle a des contrats, on ne peut pas prendre le risque de lui faire perdre des opportunités commerciales et nous perdre des opportunités de rentabilité. Il faut alléger le formalisme et mémoriser dans le système d'information le maximum d'informations sur le client. La segmentation, effectivement, est un outil intéressant qui permet d'abord, effectivement, de se concentrer sur les clients de la banque. Voilà, travailler d'abord sur les clients de la banque sur lesquels on peut avoir un historique. La segmentation est très utile pour un pilotage optimal des activités, à la fois d'un point de vue commercial, mais également en termes de suivi des risques et de concentration des risques. Très utile pour le management commercial et opérationnel des équipes, et ça c'est indispensable lorsqu'on est dans une activité de masse, et très utile pour les reportings et l'outil d'aide à la décision. Le contact client, donc là aussi nécessité de structurer la démarche commerciale avec un plan d'action commerciale, avec une prospection organisée, centrale des risques, j'en ai parlé, un entretien client sur site et
un gros travail d'écoute du client. Le client a plein de choses à nous dire. Il faut juste l'écouter. Formulaire d'entretien clientèle, voire de préanalyse. Rendre compte au N+1, mais ça c'est effectivement, je veux dire, le b.a.-ba de la démarche commerciale, et un plan d'action sur l'entretien, suite à l'entretien clientèle, de telle manière de ne pas perdre le bénéfice de cet entretien clientèle. L'analyse consiste à répondre à deux questions. Est-ce que le demandeur, est-ce que l'emprunteur veut rembourser le crédit? Et la deuxième question, est-ce qu'il peut rembourser ce crédit? S'il y a un doute, s'il y a un moindre doute sur le caractère de l'emprunteur, il vaut mieux ne pas poursuivre. Faire ressortir dans l'analyse les principaux risques de crédit, de performance, de marché, de change opérationnel et les facteurs d'atténuation. Et vous verrez effectivement que très vite, la perception que vous aviez que la PME est risquée va énormément s'estomper. Vérifier le fonctionnement du compte. Si toutefois, effectivement, vous êtes sur des PME qui sont déjà dans vos livres, vérifier le fonctionnement du compte et du float si disponible. Pour la garantie, privilégier le mécanisme de garantie partielle et là aussi, c'est du bon sens, faire relire le dossier par le N+1. Décaissement, c'est effectivement l'étape cruciale où on commence à être en risque et à avoir parfois des insomnies quand on est conseiller clientèle. Donc, c'est avoir un ultime contrôle avant le go-live du décaissement et rappeler aux clients ses obligations en termes d'utilisation du prêt et de remboursement. Moi, j'ai observé effectivement que beaucoup de clients, effectivement, lorsque le crédit leur est accordé, signent leur contrat, mais sans qu'on leur ait vraiment rappelé leurs obligations et leurs droits. Et ça, croyez-moi, quand c'est fait, eh ben, ça permet de énormément corriger le degré de non-remboursement des prêts. Le suivi, enfin, il est impératif, c'est souvent le maillon faible. Donc, nécessité d'élaborer un plan de suivi, d'anticiper les remboursements, de faire la différence entre un retard technique et un crédit en souffrance, et surtout ne pas abuser des restructurations des crédits en retard. Voilà, je vous remercie. Gérard, je t'en remercie infiniment pour la présentation, mais je reviens sur deux petites questions là. Premièrement, le suivi. Le suivi qui est extrêmement important pour la gestion du crédit au niveau de la banque et surtout l'idée d'anticiper les remboursements. Ça, c'est une idée extraordinaire. Il faut anticiper les remboursements et il faut faire le suivi avant même la date de remboursement pour voir si le client il est capable de payer ou de s'acquitter de ses engagements ou non. Deuxièmement, le jour du paiement, si le paiement n'a pas eu lieu, il faut immédiatement contacter le client parce que si on laisse traîner pendant quelques semaines, la deuxième échéance va tomber et les échéances ils vont s'accumuler et le client ne sera pas en mesure de payer sa dette. Je crois que là, c'est un point extrêmement important à signaler. Je reviens aussi sur la segmentation. Est-ce que la segmentation, elle fait partie aussi du credit scoring ou non? C'est-à-dire que le credit scoring, il tient compte de la segmentation ou non? Oui, effectivement, je veux dire, pour établir un credit scoring, on a tout intérêt à avoir une segmentation. Ça permet effectivement de délimiter déjà le segment des PME et voire même d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir cette segmentation multidimensionnelle parce qu'effectivement l'aspect secteur d'activité est également fondamental dans le credit scoring. Excellent, oui, oui. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai rien reçu comme question. Il me semble que peut-être vous avez des difficultés à nous envoyer les messages à travers le chat. Moi, je vous encourage à nous envoyer vos messages, que ce soit par Internet ou bien que ce soit par Skype. Et nous allons, Monsieur Gérard, il restera à votre disposition pour vous envoyer toutes les réponses à toutes vos questions. Merci Gérard, merci pour cette belle présentation et nous restons à votre disposition tous pour une réponse à toutes vos questions. Merci infiniment à l'audience, merci à nos invités, merci à nos adhérents et à la prochaine
Merci. Au revoir.